Les demandeurs d'asile sont souvent exposés à une vie plus précaire. En cause, le manque de lieux d'accueil, les problèmes de santé, notamment de santé mentale, s'aggravent. Il faut pouvoir répondre à ces besoins. Cette organisation publie un état des lieux de la crise de l'accueil. Parmi elles, le hub humanitaire, représenté ce midi dans notre studio par le réseau Durante. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, ça fait 2 ans maintenant que la crise de l'accueil a éclaté. Le gouvernement se félicitait le 9 mai dernier d'avoir mis en place des mesures et pourtant votre constat est alarmant. Il y a encore trop de gens dans les rues. C'est un déni de leurs droits fondamentaux ? Oui, en effet. Donc, vous savez que la loi accueil, qui transpose dans la loi belge la directive européenne sur l'accueil, prévoit effectivement les droits à un accueil digne, qui inclut non seulement un hébergement, des habits et des ravitaillements, mais aussi un appui socio-juridique et l'accès à des services d'interprétariat, des formations. Et donc, à ce jour, cet accueil, donc ces droits à l'accueil, est toujours systématiquement violés par l'État belge, sachant qu'il y a encore plus de 3000 demandeurs de protection internationale toujours à la rue sur la liste d'attente de l'agence chargée de leur accueil. Lorenzo, vous avez donc établi ce document. Il contient quoi exactement, ce document ? En fait, ce document contient un peu les constats des terrains, des organisations partenaires et co-signataires de ces rapports. Et donc, on alerte à nouveau. On a continué à les faire tout au cours de la crise de l'accueil, donc pendant les derniers 2 ans, mais on alerte sur l'impact humain énorme et grave qui est vraiment qui est catastrophique. Donc on voit une dégradation, effectivement, comme vous l'avez anticipé, de la santé physique et mentale des personnes migrantes. On parle quand même de 3000 demandeurs d'asile en attente. En tout cas, il y a un mois. Ces personnes sont dans les rues, sont dans des squats. Elles se tournent donc vers des services d'urgence, plutôt, et des ONG, alors que tout cela, normalement, est prévu par la loi. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, nous, en plus, c'est l'impact de cette surcharge sur nos services. Ça veut dire aussi qu'il y a une proportion des demandeurs de protection internationale qui atteint les 70, voire les 80%, ce qui enlève de la place, disons, pour d'autres publics, nos publics traditionnels, habituels, des sans-abri, des sans-papiers, pour des personnes qui auraient des droits et pour lesquels l'État est censé prendre en charge. Et ces personnes, ces demandeurs d'asile, quand ils viennent se présenter comme ça dans vos services, ce sont pour quelle raison principale ? Donc la raison principale, c'est évidemment l'hébergement. Donc l'hébergement, c'est aussi un déterminant de la santé, une déterminante de la santé physique et mentale. C'est pour ça qu'on voit cette dégradation. Et donc c'est la demande principale. Quasi 60% des demandes des DPI dans nos consultations, que ce soit médicales ou psychologiques, concernent l'hébergement. Oui, c'est ça. Parce que c'est aussi un sentiment d'insécurité qui vient s'ajouter à ces problèmes en effet, dans la et rue. Du coup, quand on voit en consultation de santé mentale des personnes qui ont des troubles de stress post-traumatique, des troubles d'anxiété et d'autres troubles mentaux, les facteurs déclencheurs, disons, les premiers facteurs déclencheurs des crises psychotiques et psychologiques, c'est les sans-abrismes. Donc, les personnes déclarent eux-mêmes que c'est en sécurité, ça atteint des niveaux très, très alarmants. Et on peut lire d'ailleurs aussi tout ce que vous repérez, vous, en tant qu'acteur du terrain, en discutant avec ces personnes, toutes ces idées noires, cette envie de passer à l'acte, aussi du suicide. En effet, il y a eu une augmentation des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, mais aussi une augmentation de la violence, évidemment dans l'insécurité, dans les rues, les gens sont amenés à se défendre et du coup, ça amène aussi à des situations de violence qui a augmenté de plus en plus. Il y a des partenaires de la région bruxelloise qui ne sont pas signataires de notre rapport, mais qui ont dû fermer leurs services pendant plusieurs jours, voire semaines, à cause de l'insécurité qui est en forte augmentation. Et j'imagine qu'à tout cela, il faut ajouter aussi tout ce qui concerne l'hygiène,
problèmes aussi au niveau de la peau, problèmes dermatologiques Tout au cours de la crise, on a vu plusieurs épidémies. Donc, c'est déclenché dans une épidémie de Galles qui a été très, très forte. Et aussi des cas, plusieurs cas de diphtérie cutanée, des cas dernièrement aussi des rougeoles, des cas de tuberculose. Donc on voit des maladies qui sont directement liées aussi à la dégradation de la vie en rue. Voilà. Et les grands squats aussi qu'on a pu connaître, est-ce qu'on sait, par exemple, le Palais des Droits, comme on l'a appelé, à un moment donné aussi au niveau sanitaire, ça posait vraiment beaucoup de soucis. Oui. Ça rentre dans votre rapport aussi, ces personnes qui vivent dans des conditions très précaires? Oui, absolument. Donc nous, on a continué à accueillir, même si on a vu une légère diminution des fréquentations, justement au même temps qu'il y a eu ces ouvertures des squats. Mais on a continué à accueillir dans nos services les personnes qui étaient dans les besoins. Et on a vu effectivement une dégradation due à des conditions de vie informelles et à proximité qui étaient vraiment dégradantes. L'État belge et fait d'asile ont été condamnés d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme. Et malgré tout, ça n'évolue pas favorablement pour ces sans-abri. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, c'est ce qu'on se demande aussi. Nous, on continue notre travail de plaidoyer et d'alerter toutes les autorités et les décideurs politiques. Mais voilà, donc il faut absolument, tout d'abord, ne pas normaliser cette situation qui est absolument inhumaine et activer. On l'a dit déjà en septembre dernier, on a publié une feuille de route qui contient des mesures très pratiques et pragmatiques. Donc activer la phase fédérale d'urgence pour pouvoir réquisitionner du staff, que ce soit de la défense ou de la protection civile, pouvoir activer un plan de répartition sur l'ensemble du territoire national avec les initiatives locales d'accueil et les CPAS, et aussi assurer une capacité d'accueil plus large, évidemment. Des efforts ont été faits, mais sont largement insuffisants, et donc il faut continuer à créer des places et en libérer aussi, notamment en sortant des centres, en facilitant la sortie des centres des personnes qui sont sur des longs séjours, donc plus de 3 ans, et des personnes inéloignables. Et pour ça, il faudrait octroyer des titres de séjour à ces personnes. Merci beaucoup Lorenzo Durante d'être venu pour nous expliquer en tout cas la réalité du terrain et la dégradation des conditions de vie et donc de la santé de ces demandeurs d'asile. Merci beaucoup. Merci à vous.